Vendredi 17 mai 2024, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des actualités de ce jour, le président de la République, André Rajoelina, a poursuivi ce matin sa tournée dans la région Matia Tchambon. Le président a remis 13 000 cartes foncières aux résidents de Vuibat. À cette occasion, ce district dispose également d'un hôpital Manara Pinch, actuellement en cours de construction. Et le président de la République a annoncé que l'inauguration de cet établissement sanitaire se fera bientôt. Plus de détails avec Say Sylvain. 90% de la population du district de Vuibat, région Matia Tchambon, sont des agriculteurs. Ainsi, il est important pour eux d'enregistrer à leur nom les terrains qu'ils exploitent afin de pouvoir travailler en toute sécurité et assurer ainsi la promotion de leur secteur d'activité. De ce fait, la distribution de cartes foncières à la population de Vuibat, réalisée aujourd'hui par le président de la République, André Rajoelina, est d'une grande importance. Selon les informations, Vuibat bénéficiera bientôt d'un hôpital Manara Pinch, actuellement en cours de finition. Cette infrastructure qui aide beaucoup les résidents, car ils sont obligés de faire 310 km auparavant pour pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale ou d'un scanner. En outre, des kits solaires ont également été distribués aux habitants. Un projet du président de la République pour chaque foyer. En effet, le taux de ménages utilisant des lampes à pétrole est encore élevé à Vuibat, selon les informations. Et d'après le président de la République, André Rajoelina, d'ici 2 mois, toutes les maisons de ce district devront se doter de kits solaires dans le cadre du projet Azava-Nawano. Ensuite, des travaux de réhabilitation de la RN14 débuteront bientôt et le district Ikong bénéficiera également d'un parc solaire selon la déclaration du président de la République lors de sa visite dans cette localité aujourd'hui. Ikong ne sera plus un district oublié, a déclaré toujours le président de la République, et cela a été prouvé par la construction des ponts menant aux autres districts dont les habitants se plaignent depuis des années. Mis à part cela, Ikong dispose déjà de 6 écoles Manara Pinch. Les détails toujours avec Say Sylvain. La route nationale 14 est la voie d'accès vers le district Ikong. Seuls les camions et les véhicules tout-terrain osent emprunter cette route longue de 92 km, notamment durant la saison des pluies, selon les habitants. Les travaux ont commencé par la réhabilitation des ponts dont se plaignaient les habitants depuis de nombreuses années. Les usagers et dans le mauvais état avaient complètement isolé Ikong, selon le président de la République. Ainsi, la réhabilitation des routes se poursuivra prochainement, notamment la RN14, pour assurer le développement du district Ikong, poursuit-il. En raison du mauvais état des routes, le district Ikong souffre de problèmes d'électricité. En effet, ce district utilise encore de gros générateurs qui consomment beaucoup d'huile lourde. La solution pour le district est l'installation des parcs solaires, a déclaré le président de la République. Ce projet est déjà mis en œuvre dans de nombreux districts de Madagascar et Ikong en bénéficiera également, souligne le numéro 1 Malagasy. Outre les grands projets qui vont complètement changer l'histoire du district Ikong, le président de la République, André Rajoelina, a également distribué des kits solaires aux habitants lors de sa visite. Toujours dans ce cadre de la tournée du président de la République, le président André Rajoelina a également visité la région Matia Tchambon hier en fin d'après-midi. Cette région a également bénéficié d'un hôtel des finances, ce qui reflète le vrai aspect de la décentralisation. Fianarantsoa n'est pas un district oublié, a déclaré le président de la République André Rajoelina, et l'achèvement de cet hôtel des finances améliorera l'économie de la région. Judicaël Rajelirin sur les images de André Rajoelina. La province de Fianarantsoa fait également partie des provinces qui ont bénéficié d'un hôtel des finances. Cette infrastructure dispose de tous les services chargés de gérer les fonds publics. De telles infrastructures visent à résoudre les problèmes des résidents et celle installée à Fianarantsoa répond pleinement à cette exigence, notamment dans la mise en œuvre de la décentralisation. Il est désormais certain que la gestion des deniers publics dans la région se déroulera comme il se doit grâce à cet hôtel des finances. Ce n'est pas la première grande réalisation du président André Rajoelina pour Fianarantsoa et ce sera non plus la dernière car Fianarantsoa n'est plus oublié en matière de développement. À titre d'exemple, la mise en œuvre du projet Azava-Nawano à travers la distribution de kits solaires pour tous les foyers qui en ont bénéficié.
Passons maintenant dans un tout autre sujet. Les fournisseurs d'armes et de balles d'Edahal dans les districts d'Anzouzurbe et d'Ankazbe ont été arrêtés par la gendarmerie. Ces deux districts où ont eu lieu des attaques d'Edahal successives ces derniers mois, attaques suivies d'enlèvements. Mais actuellement, la sécurité revient progressivement après les opérations menées par les forces, selon le rapport de la gendarmerie nationale aujourd'hui. C'est Sylvain sur les images de Braz Denilson. 3 pistolets, 5 armes artisanales et des dizaines de balles ont été trouvées par la gendarmerie nationale dans la maison d'une personne à Tsaraounenan. Une enquête dans les villes d'Anzouzurbe et d'Ankazbe, réputées pour l'insécurité et des cas d'enlèvement ces derniers mois, a permis l'obtention de ces résultats. Et il a été déterminé après l'enquête que ces criminels étaient les fournisseurs d'armes d'Edahal de ces deux districts. Diverses opérations ont été menées depuis le mois de janvier dans ces localités pour restaurer la sécurité selon les informations. Les responsables de la gendarmerie nationale ont déclaré que la situation s'améliore et cela se reflète dans les résultats obtenus. 2 personnes sont impliquées dans cette affaire de fourniture d'armes lourdes dans les districts d'Anzouzurbe et d'Ankazbe. Ils ont comparu devant le tribunal aujourd'hui selon le rapport de la gendarmerie nationale. L'opération se poursuivra toujours pour ces 2 districts. La foire économique Ranti-Vukac a débuté officiellement hier au stade d'Anzouzurbe en tant que parrain des communautés territoriales décentralisées et des opérateurs économiques et sociaux. Le Sénat a été choisi par la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo et la commune d'Anzouzurbe d'être parrain de cet événement. Plus de détails avec Mirvoula Sferen. Le but de cet événement économique à Anzouzurbe est de présenter les produits des agriculteurs et des éleveurs et de partager les compétences des artisans locaux ainsi que les aider à trouver des marchés. Chacun a pu exprimer ses visions, ses problématiques lors de la visite des stands. Selon le président du Sénat, de tels événements économiques constituent un modèle de développement du pays et un modèle qui peut être effectué dans tout Madagascar. Concernant les cas d'insécurité dans le district d'Anzouzurbe, le président du Sénat a exhorté les habitants à avoir le courage de déposer des plaintes contre les malfaiteurs et à fournir des informations précises aux forces de sécurité. Selon lui, le gouvernement a déjà pris l'initiative de lutter contre l'insécurité dans cette localité à travers la création d'un poste de la gendarmerie nationale à Anzouzurbe, outre la réalisation de l'opération Arad 2 qui porte aujourd'hui ses fruits. Outre les agriculteurs, des ONG et des entreprises privées ont également participé à cet événement. Dans un autre contexte, l'assistance du gouvernement aux populations touchées par le cyclone Gamané dans le nord de Madagascar dernièrement se poursuit toujours actuellement. La Chine a également apporté son aide à travers son ambassadeur et a remis des dons aujourd'hui au sein du BNGRC. Fadjessene Mireille et Yves Janel nous en disent plus. Les victimes du passage du cyclone Gamané dans la partie nord de Madagascar réclament toujours un soutien. En effet, nombreux sont les ménages qui ne sont pas encore retournés dans leur foyer actuellement. Le gouvernement ne les laisse pas seuls face à cette situation, mais leur apporte toujours des aides. La Chine a également prêté main forte à Madagascar en remettant des dons pour la population. Ainsi, l'ambassade de Chine à Madagascar a remis 11,35 tonnes de riz et 900 litres d'huile au BNGRC ce matin. Par ailleurs, le BNGRC et la Chine échangeront également leurs expériences en matière de gestion des catastrophes, selon les informations. Concernant les actualités météorologiques, la perturbation cyclonique qui s'est formée au nord-est de Madagascar s'est intensifiée en tempête tropicale modérée et a été baptisée par Météo Madagascar au nom de Yal hier 16 mai vers 15 h locale. Yal devient donc le 11e système de la saison cyclonique 2023-2024. Son centre était positionné à environ 539 km au nord-est d'Antirana ce matin. Il apporte des vents moyens estimés à 75 km/h avec des rafales de 100 km/h. Yal se déplace lentement
vers l'ouest avec une vitesse de 4 km/h. Au cours des prochains jours, elle poursuivra son trajet en direction générale d'ouest à nord-ouest selon Météo Madagascar. La tempête Yali ne présente pas de menace directe pour le pays. Par contre, les régions périphériques associées à ce système pourraient engendrer de fortes pluies. Place maintenant aux actualités internationales. Destination France. L'homme armé notamment d'un couteau qui a incendié la synagogue de Rouen et menacé des policiers a été abattu par la police, touché 4 fois par le fonctionnaire qui semble avoir fait usage de son arme dans les conditions permises, selon le procureur de Rouen, Frédéric Taillé. France 24. La fumée s'échappe encore des fenêtres de la synagogue. À 8 h ce matin, les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour éteindre l'incendie. 1 heure plus tôt, un individu escalade le mur et jette un engin explosif par la fenêtre du premier étage. À l'intérieur, les boiseries ont aussitôt pris feu. Lorsque les policiers interviennent, l'homme tente de s'en prendre à eux. Cet individu est sorti de la synagogue, a foncé sur eux en lâchant une barre de fer et en prenant un grand couteau de cuisine dans sa manche. Malgré les sommations faites par le policier auxiliaire, par 4 fois il a tiré et la 5e fois a été entre guillemets celle qui est définitive, puisque l'individu s'est écroulé à terre et a été neutralisé. Le policier qui a fait feu sur l'agresseur a aussitôt été placé en garde à vue. La caméra qu'il portait sur lui a filmé la scène et a permis de donner tout le contexte au procureur de la République. Je viens de visionner à l'instant ces images qui établissent à mon sens que ce fonctionnaire de police a fait usage de son arme dans les conditions permises par le Code de sécurité intérieure. Sa garde à vue sera donc levée dès la fin de son audition. L'identification définitive de l'agresseur est toujours en cours. Aucun papier officiel n'a été retrouvé sur lui. Une première identité de l'individu est établie, mais par une seule carte de réseau de transport de Rouen, dont il était porteur. L'identité sur la carte de transport correspond à un homme de 29 ans de nationalité algérienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Les vérifications se poursuivent. À ce stade, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Ensuite, la guerre entre Israël et le Hamas a des répercussions mondiales. Par exemple, en Malaisie, pays d'Asie du Sud-Est à majorité musulmane, où le soutien à la population palestinienne est important, des entreprises sont accusées de soutenir Israël et subissent un boycott aux effets non négligeables. France 24. Dans les rues de Kuala Lumpur, à 7000 km de Gaza, le boycott dure depuis des mois. La population malaisienne affiche son soutien à la Palestine et pointe du doigt des dizaines de marques accusées de soutenir Israël. Ces deux amies n'ont pas mis les pieds depuis 7 mois dans l'un de ces restaurants. Elles reprochent à l'enseigne d'avoir distribué des repas gratuits aux soldats israéliens en octobre dernier. On voulait aider à arrêter le génocide à Gaza. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ne pas donner d'argent aux entreprises qui soutiennent ce génocide, c'est notre droit en tant que consommateurs. Si ce boycott est un mouvement mondial, il trouve un écho particulier en Malaisie. Pays à majorité musulmane et soutien historique de la Palestine. Pour cet activiste pro-palestinien, le boycott ne s'arrêtera pas tant que certaines demandes ne seront pas entendues. L'idéal serait que les entreprises visées se retirent d'Israël. Mais si elles font un communiqué pour condamner le génocide commis par Israël, c'est aussi acceptable. Les enseignes visées ressentent déjà les retombées du boycott. Après d'importantes pertes de bénéfices, toutes se défendent de suivre un agenda politique. Malgré les fausses allégations diffusées sur les réseaux sociaux, nous n'utilisons pas nos bénéfices pour financer des gouvernements ou des opérations militaires, où qu'elles soient, et ne l'avons jamais fait. Face aux baisses de fréquentation, des centaines de magasins et restaurants ont dû fermer temporairement leurs portes à travers le pays. Ce consultant en ressources humaines s'inquiète des conséquences durables sur l'emploi des Malaisiens. D'abord, c'est la marque qui souffre. Mais ensuite, ce sont les employés qui subissent les conséquences, car leurs emplois sont en jeu. Plus le boycott dure, plus les conséquences empirent. Et le taux de chômage pourrait finir par augmenter. Les marques visées par le boycott en Malaisie emploient plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le pays.
Et absent depuis 2 ans en bleu, N'Golo Kanté effectue un retour fracassant et inattendu dans la liste de Didier Deschamps pour apporter son expérience et sa bonne attitude du groupe pour l'Euro 2024. Reportage signé France 24. C'est la grande surprise de la liste de Didier Deschamps. Transféré l'été dernier dans le club saoudien d'Al Ittihad, N'Golo Kanté fait son retour avec l'équipe de France pour l'Euro. Le milieu défensif n'a plus porté le maillot bleu depuis juin 2022. J'ai pris cette décision parce que je considère que l'équipe de France sera plus forte avec NG, où il a pu retrouver toutes ses capacités footballistiques et athlétiques en enchaînant beaucoup de matchs. Un revenant et un petit nouveau en la personne de Bradley Barcola. L'attaquant formé à Lyon profite de sa bonne saison au Paris Saint-Germain pour intégrer le groupe pour la première fois. Ce qu'il avait fait déjà très intéressant, il a fait d'autres choses depuis où il a confirmé. Il a cette capacité-là à pouvoir créer des différences, à marquer des buts aussi. En dehors de ces 2 joueurs, Didier Deschamps ne change pas l'ossature de l'équipe de France. Malgré une blessure aux adducteurs, le gardien Mike Maignan devrait assurer sa place dans les buts. Même chose pour le milieu Aurélien Tchouaméni touché au pied gauche. En attaque, les Bleus pourront compter sur Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, ainsi que sur le vétéran Olivier Giroud. L'objectif reste la victoire finale le 14 juillet prochain, mais le sélectionneur se veut prudent. Déjà, pensons à nos 3 matchs de poule et faire en sorte d'atteindre ce premier objectif. Et puis après, on verra, ça sera bon signe. Après 2 matchs amicaux contre le Luxembourg et le Canada, les Bleus s'envoleront pour l'Allemagne. Premier match de l'Euro le 17 juin contre l'Autriche. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Radji-Amalal. Et nous vous souhaitons déjà de passer un très bon week-end. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.